voilà. Est-ce que oui ou non, l'ours et le dragon ont une telle hargne encore contre l'Occident que peut-être ils veulent Bien notre sûr. peau? Ce qu'ils veulent, c'est ne pas être dépendants de l'Occident. En tout cas, ils ne veulent pas d'ingérence de l'Occident et ils considèrent que c'est un ennemi commun. Et C'est donc dans ce contexte que la Chine a procédé le 13 juillet, et ça, on n'en a pas entendu parler, à un tir de missile balistique intercontinental en direction de la France. On ne savait pas, n'est-ce pas? Ce projectile, chargé d'ogives factices contenant de la poudre non nucléaire, a servi d'exercice grandeur nature en préparation d'un futur conflit potentiel. Le même jour, c'est-à-dire le 14 là, la Chine a intensifié sa coopération stratégique avec la Russie lors d'une rencontre entre le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov et le président chinois Xi Jinping. Cette réunion préparait la visite prochaine de Vladimir Poutine à Pékin, au cours de laquelle les deux dirigeants pourraient éventuellement, je dis bien c'est au conditionnel, signer un traité de défense mutuelle. Celui-ci va stipuler qu'en cas d'attaque occidentale ou par l'un des alliés de l'Occident, chaque pays viendrait automatiquement en aide de l'un et l'autre. On est d'accord qu'une telle alliance va sceller l'Occident. Et l'affaire de l'ultimatum des 50 jours là, ça n'aura plus aucune valeur. Donc Donald Trump était même en train de danser pour rien. Parce qu'il menaçait Poutine, il menaçait la Russie. Quand on vous donne 50 jours pour faire un accord de paix, vous menacez qui? Vous prenez qui pour vos enfants? Il y a une guerre qui se prépare dans l'ombre entre Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping. En somme, les États-Unis, la Russie et la Chine. Écoutons ça. Rencontre Lavrov et Xi Jinping, le chef de la diplomatie russe, donc, qui a participé à cette rencontre bilatérale. On était là dans un moment d'union qui est en train de se cristalliser. Disons là à quel point les commentateurs se sont un peu trompés. On a beaucoup dit la Chine sera très prudente, elle ne va pas se mêler du conflit, elle va montrer qu'elle ne soutient pas tellement la Russie que ça. Il y a de plus en plus de signes qu'elle la soutient activement, y compris militairement. Alors, il n'y a pas de fourniture d'armes de la part de la Russie. Ce sont effectivement des produits de nature duale, à la fois civile et militaire, mais qui peuvent être utilisés pour... Mais non, mais ils font très attention, effectivement, de ne pas contourner les sanctions dans ce domaine-là. Maintenant qu'il y a un soutien de la Chine, et en tout cas un soutien politique, c'est clair. Et à un moment, d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, avait dit nous ne souhaitons pas que la Russie perde. C'est très clair, c'est le partenaire le plus proche de la Chine et avec un ennemi commun qui est les Américains. La dernière rencontre, le 9 mai... L'ennemi commun, ce ne sont pas les Américains, c'est l'Occident collectif. Si tant est qu'on peut appeler ça collectif. Sur la place rouge, avait laissé place à un autre terme. On parlait d'amitié sans limite et on parle aujourd'hui d'une amitié d'acier. Donc là, c'est clair. Ils vont pas c'est très clair. Moi, mettons-nous. Regardez l'image qu'on a vue là. Il y a d'ailleurs aussi l'Iranien Rakchi autour de la table. Hein. Mettons-nous la place des Américains. C'est une image qui inquiète. Moi, ça m'inquiète beaucoup. Que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis ravi. Toi, en tant que qui? On va essayer de contextualiser tout ça. Donc, je vais commencer par donner des informations qui sont intéressantes à savoir. Le lundi 14 juillet 2025, toujours sur ce plateau de LCI, nous avons un général français, c'est Yakovlev, qui a affirmé que tôt ou tard, il y a un affrontement armé qui va éclater entre les États-Unis et la Chine. D'après lui, à force de répéter quotidiennement aux Chinois qu'une guerre est inévitable et qu'elle sera ciblée contre eux, il finira par arriver à un moment donné que ce soit la Chine elle-même, fatiguée de subir cette pression, qui va prendre l'initiative d'attaquer en premier. Il a illustré son propos par une métaphore frappante. Il a dit, si ce soir, en rentrant chez moi, je commence à dire à ma femme qu'on va divorcer, même pour plaisanter, elle finira par s'y préparer sérieusement. Et un jour, c'est elle qui m'annoncera la séparation. C'est donc dans ce contexte que la Chine a procédé le 13 juillet, et ça, on n'en a pas entendu parler, à un tir de missile balistique intercontinental en direction de la France. On ne savait pas, n'est-ce pas? Ce projectile, chargé d'ogives factices contenant de la poudre non nucléaire, a servi d'exercice grandeur nature en préparation d'un futur conflit potentiel. Mais cet acte est loin d'être anodin. C'est un avertissement clair adressé aux puissances occidentales. La Chine ne restera pas les bras croisés pendant qu'on tente de l'encercler militairement via des alliances comme l'AUKUS. AUKUS. Ce missile a été particulièrement conçu à l'aide d'une nouvelle technologie encore largement inconnue en Occident et qui confère à l'arme des capacités bien supérieures à celles du matériel militaire actuellement détenu par les États-Unis. Donc un Trump qui dit qu'ils font les meilleures armes là, seulement dans les films, pas en réalité. Petite pause. Avant de poursuivre la vidéo, abonnez-vous.
Je publie quotidiennement des vidéos qui varient. Actualité, géopolitique, histoire, interview, react et analyse. Dans certaines vidéos, on rigole. Dans d'autres, le ton est beaucoup plus sérieux, mais on apprend toujours quelque chose. Donc, abonnez-vous pour ne pas manquer des sujets qui vous intéressent. Aussi, pour ceux qui veulent du contenu supplémentaire ou encore soutenir la chaîne, vous pouvez devenir membre. Il y a 2 forfaits, celui de 2,99 € et celui qui coûte moins de 10 €. À cette participation, vous avez droit à des vidéos hebdomadaires et à l'accès au groupe Telegram où on échange. Groupe où je partage également des informations qui ne peuvent être publiées. Dans le groupe Telegram, il y a plus de 200 vidéos qui n'existent pas sur la chaîne et nulle part ailleurs et qui traitent de sujets divers et variés, toujours pour en apprendre plus. Voilà, c'est dit, revenons au sujet. Un point aussi essentiel, c'est que ce lancement de missiles en direction de la France a une réponse symbolique à l'opération américaine qui a récemment visé le site nucléaire iranien. C'était une attaque menée par un avion ayant parcouru 13 000 km. Pékin, par ce tir, a adressé un message à Washington que la méthode de guerre des Américains là, c'est archaïque. La guerre moderne se joue désormais sur d'autres plans. Le même jour, c'est-à-dire le 14 là, la Chine a intensifié sa coopération stratégique avec la Russie lors d'une rencontre entre le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov et le président chinois Xi Jinping, ce que l'on va débriefer là. Cette réunion préparait la visite prochaine de Vladimir Poutine à Pékin, au cours de laquelle, selon les sources proches du dossier, donc c'est pas encore officiel, les 2 dirigeants pourraient éventuellement, je dis bien c'est au conditionnel, signer un traité de défense mutuelle. Celui-ci va stipuler qu'en cas d'attaque occidentale ou par l'un des alliés de l'Occident, chaque pays viendrait automatiquement en aide de l'un et l'autre. Point à la ligne. On est d'accord qu'une telle alliance va sceller l'Occident. Et l'affaire de l'ultimatum des 50 jours là, ça n'aura plus aucune valeur. Donc Donald Trump était même en train de danser pour rien. Parce qu'il menaçait Poutine, il menaçait la Russie. Quand on vous donne 50 jours pour faire un accord de paix, vous menacez qui? Vous prenez qui pour vos enfants? Pékin a clairement fait savoir par la voix de son ministre des Affaires étrangères qu'il n'est pas question de laisser Moscou perdre cette guerre face à l'Occident. C'était impossible de laisser la Russie. Et ce message du chef de la diplomatie chinoise a clairement été donné à Kaja Kallas, la représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères. Donc ils ne s'en sont pas cachés. Autrement dit, si les sanctions économiques visant la Chine devaient tomber dans le cadre du conflit ukrainien, Pékin serait prête à riposter en renvoyant par exemple leurs expéditeurs des avions Boeing ou Airbus nouvellement livrés. Une annonce d'envergure. Autre annonce d'envergure. La Chine a officiellement lancé la mise en orbite des premiers satellites de sa propre constellation basse, un peu comme Starlink là. Elon Musk et sa constellation Starlink dominent l'espace avec plus de 7000 satellites lancés et 4 millions de clients à travers le monde en février 2025. Mais la Chine est en embuscade. SpaceX, le géant d'Elon Musk, prévoit de dépasser les 12 000 satellites d'ici fin 2025, avec une extension possible à 42 000. Une expansion impressionnante. Mais la Chine, loin de rester passive, prépare sa riposte avec 3 projets colossaux, Tianfan, Guowang et Hongwu 3. Il ne s'agit pas seulement d'une bataille technologique, mais d'une guerre pour le contrôle de l'information. Les ambitions de la Chine. La Chine cible des zones stratégiques comme la Russie, l'Afrique et l'Asie, où elle pourrait offrir une alternative à Starlink. $100, subscriptions 20, $3,050 per month. Super quality Chinese Starlink. Un système destiné à fournir une connexion internet gratuite à tous les membres des BRICS. Et justement, parlant des BRICS, alors que Washington les attendait sur le terrain monétaire, espérant une division ou un affaiblissement face au dollar, c'est à Rio qu'ils ont abattu leur carte maîtresse. Désormais, la nouvelle banque de développement, la banque des BRICS, dont le siège est à Shanghai, va jouer le rôle de la chambre de compensation dans un nouveau système économique. Chaque membre va régler ses échanges exclusivement dans sa propre monnaie. Donc, il n'y a personne qui sera au-dessus de l'autre, personne qui ne sera priorisé par l'autre. Un véritable échec et mat pour les États-Unis. Reste à savoir maintenant qui Washington pourra accuser de vouloir renverser l'hégémonie du dollar. Parce que là, ils ont fait en sorte qu'il n'y ait pas une monnaie qu'on va pointer du doigt. Chaque pays va utiliser sa monnaie pour faire ses transactions. Ils vont se plaindre comment? Ils vont dire quoi? Que la Chine veut concurrencer le dollar, la Russie peut-être, ou alors ce sera l'Inde. On n'en sait rien parce qu'ils n'ont pas d'argument sur lequel se reposer. Donc voilà déjà quelques informations importantes que vous devez prendre en considération. Le général m'a rassuré, donc je vais bien dormir cette nuit, mais enfin ça m'inquiète encore quand même. Je suis pas totalement convaincu par ce qu'a dit le général. Ça m'inquiète beaucoup qu'effectivement que la Chine continue à aller dans ce sens-là. Elle donne, si vous désossez un drone russe, tous les composants sont chinois quand même. Ça a été fait
Il y a eu un article très intéressant, très long du New York Times sur toute l'industrie, toute la thématique des drones. Il suffit de le lire. Donc, que la Chine, effectivement, pacte d'acier, ça nous rappelle quelque chose dans l'histoire, ou alliance d'acier, ou amitié d'acier. Amitié d'acier. Il n'y a pas d'alliance entre les deux pays. Il y a pas, oui, une amitié d'acier, ça quand même, c'est un mot qui nous rappelle. Méfiez-vous de Sylvie Hermann, elle a été maoïste 6 mois, donc son témoignage est toujours sujet à caution. Vous n'avez jamais été maoïste. Non, moi j'ai toujours été gaulliste. Mais Sylvie connaît bien la Russie et connaît bien la Chine, donc elle peut en parler. Elle a fait d'ailleurs un excellent livre sur les relations historiques entre la Russie et la Chine. L'ours et le dragon. L'ours et le dragon, que j'invite nos auditeurs à lire, parce que c'est très intéressant sur toute la perspective de cette alliance. Non, moi je suis inquiet. Il faudra qu'effectivement Trump utilise sa diplomatie, et sa diplomatie, c'est quoi? Dites-nous un mot, pardon, de ça. L'ours C'est et le dragon. inviter Xi Jinping. Mon frère, les gens ne s'arrêtent jamais de parler. À la base, je voulais même mettre stop depuis pour vous demander qui est inquiet de quoi. Donc vous pensez que vous êtes les seuls en Occident à avoir l'idée de vous mettre ensemble? Oui, les drones russes sont remplis de composantes chinois, et alors? Ce ne sont pas des partenaires. Lorsque l'intégralité de vos munitions et de vos drones viennent des États-Unis, ça ne vous dérange pas, non? Mais c'est même pas. C'est-à-dire, ce gars raconte quoi? Dans tout ça, vous ne nous laissez même pas l'occasion de rebondir sur les sujets. Et maintenant, vous voulez faire la promotion d'un livre. Non, on zappe ça. C'est-à-dire, parfois tu ne veux même pas couper la parole aux gens, mais ils sont nuisibles. Quitte là. Xi Jinping L'ours à et le Mar-a-Lago. dragon. Voilà. Est-ce que oui ou non, l'ours et le dragon ont une telle hargne encore contre l'Occident que peut-être ils veulent Bien notre sûr. peau? Ce qu'ils veulent, c'est ne pas être dépendants de l'Occident. En tout cas, ils ne veulent pas d'ingérence de l'Occident et ils considèrent que c'est un ennemi commun. Et Moi, j'irais même plus loin que ça. Effectivement, la Russie et la Chine, tout ce qu'ils veulent, c'est de ne pas avoir d'ingérence, de pas qu'on les embête dans leurs affaires et dans leur gestion quotidienne, ne pas qu'on les dérange ensemble, qu'on les laisse suivre le cours de leur évolution tranquille. Mais ce que le journaliste aurait dû poser comme question, c'est est-ce que nous, on veut leur peau? Parce que là, oui, clairement, l'Occident veut détruire la Russie et la Chine. L'histoire regorge de preuves historiques de la volonté de contrôle, d'affaiblissement, voire de destruction de la Russie et de la Chine, venant de la part de l'Occident. Et ça ne date pas de maintenant, hein. On commence un peu par la Russie. 1853-1856. L'Empire britannique, la France, l'Empire ottoman et le royaume de Sardaigne. Ils font quoi? Ils s'allient, ils forment un groupe pour pouvoir empêcher la Russie d'étendre son influence dans les Balkans et l'accès à la Méditerranée. Voilà un exemple clair de containment précoce. La révolution russe et l'intervention occidentale de 1918 à 1922. Après la révolution bolchevique, il y a 14 puissances occidentales, dont la France, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon, qui ont militairement envahi la Russie pour pouvoir tenter de renverser le régime soviétique. Ce n'était bien évidemment pas une aide humanitaire. C'était une guerre idéologique contre un système politique anticapitaliste. Ensuite, on a la guerre froide de 1947 à 1991. Et une fois de plus, c'était de systématiquement contenir l'URSS à travers l'OTAN, la course aux armements, la guerre par procuration, partout sur Terre. Angola, Afghanistan, bref, dans toute l'Afrique, en Asie, au Vietnam, par exemple, et j'en passe. Même en Amérique latine d'ailleurs, oui, on a le cas avec les missiles à Cuba et j'en passe. C'était vraiment une guerre constante et continue. Et une fois de plus, c'était la Russie contre tout un bloc. Parce qu'ils n'ont jamais attaqué la Russie seule d'ailleurs. Qu'est-ce que je raconte? Ils n'ont même jamais attaqué personne seul. Et donc, on reprend encore une fois de plus l'importance des alliances. Parce que oui, ils sont faibles. Objectivement, ils sont faibles. Ils sont extrêmement faibles. Ils sont obligés de se mettre à 10 contre 1 systématiquement. Donc imaginez si nous on se met seulement à 3 contre 1. Voilà simplement la Russie et la Chine qu'ils n'arrivent pas à battre. Ils sont deux. De l'autre côté, ils sont 32. 32 contre 2, ils ne s'en sortent pas. Donc vous comprenez systématiquement leur besoin de vouloir isoler, non? On doit intégrer ça dans nos esprits. Et ils font ça dans tout le temps, constamment. L'effondrement de l'URSS en 1991 a été une victoire géopolitique majeure pour l'Occident. Des figures comme Zbigniew Brzezinski, un conseiller de la sécurité aux États-Unis, ont dit que l'objectif était de morceler la Russie, littéralement, d'empêcher l'émergence d'un Heartland eurasien et surtout de séparer la Russie de la Chine. Ces deux-là ne doivent pas être amis, ne doivent pas être alliés. Au moins là-bas, ils n'ont pas réussi. Après 91, malgré les promesses de l'OTAN a continué de s'étendre à l'Est, grignotant au fur et à mesure le terrain en Europe de l'Est et surtout devenant de plus en plus un danger existentiel pour la Russie. C'est littéralement une stratégie d'encerclement, préparant une neutralisation ou alors une destruction future de la Russie. Depuis 2014, il y a quoi? Sanctions massives et guerre économique contre la Russie. Après la crise ukrainienne et l'annexion de la Crimée, l'Occident a lancé une vague de sanctions économiques visant
visant à affaiblir la Russie sur le très long terme. L'objectif affiché était clair: isoler Moscou, détruire son économie et créer une opposition intérieure à la Russie pour pouvoir détruire le gouvernement en place et mettre à la place un gouvernement pro-américain, pro-occidental. Et par la suite, de 2022 à aujourd'hui, 2025, nous avons la guerre en Ukraine. L'Occident arme l'Ukraine, non pas pour défendre un pays, mais pour pouvoir saigner à blanc la Russie. Et ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots de certains stratèges des États-Unis. Parce qu'à la base, ils voulaient faire une guerre d'usure permanente. Sauf que cette guerre s'est retournée contre eux et c'est eux qui sont en train de se faire saigner à blanc dans la guerre. Du côté de la Chine, c'est à peu près la même chose. On a eu la guerre de l'opium 1839, 1842 et 1856 à 1860. Les États-Unis et la France ont imposé par la force, par le militaire, par les armées, par des massacres à la Chine la vente de l'opium pour pouvoir inverser le crédit commercial. Donc, je vous dois de l'argent, je vous paye ça avec le filon, avec la poudre. Tous les traités qui ont suivi après ça étaient des traités extrêmement humiliants. À la fin du 19e siècle, il y a eu la partition de la Chine. Les puissances occidentales, France, Angleterre, Allemagne, États-Unis, se partagent des zones d'influence dans le territoire et dans l'économie de la Chine. Ce colonialisme visait quoi? À neutraliser la Chine comme une puissance souveraine. Littéralement, quand on dit neutraliser, c'est tu deviens neutre en fait, te neutralise. Donc on peut faire de toi ce que l'on veut globalement. Puis on a la volonté de l'Occident qui s'est encore exprimée dans leur soutien au mouvement séparatiste et dans les guerres civiles. Parce que pendant la guerre civile chinoise entre nationalistes et communistes, les États-Unis ont soutenu militairement Kuomintang contre Mao. Et plus tard, c'est la CIA qui a soutenu des opérations clandestines au Tibet et à Taïwan pour pouvoir affaiblir Pékin. De nos jours, il y a l'encerclement militaire que l'OTAN aussi est en train de réaliser. La présence massive de bases américaines autour de la Chine, Japon, Corée du Sud, Philippines, Guam, etc. Et ils utilisent une sorte de stratégie du collier de perles inversée. C'est-à-dire pour pouvoir limiter les capacités navales chinoises. Sous le premier mandat de Trump et celui de Biden, d'ailleurs sous le second mandat de Trump aussi, on a l'Occident qui bloque l'accès aux technologies avancées. Les puces, l'intelligence artificielle, la 5G, ils ont interdit Huawei, ils sont en train de contraindre TikTok et j'en passe. Ça veut dire qu'il y a une volonté claire, clairement définie, affichée et étalée et dit de vouloir stopper l'ascension technologique de la Chine. Et donc bien évidemment, on parle de toutes les attaques médiatiques et diplomatiques que l'on a. Les médias et les institutions occidentales insistent sur le droit de l'homme. Vous savez, comme ils savent toujours salir les pays avec les mêmes mots, le droit de l'homme et j'en passe. En Chine, c'est contre les Ouïghours. C'est pour ça qu'ils vont vous parler des Ouïghours, de Hong Kong, de Taïwan. Alors que dans les faits, ça n'a rien à voir avec la réalité. Mais simplement, ils utilisent ça comme levier politique littéralement. Donc, la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que l'Occident fait cela? Parce qu'ils sont dans la logique de domination impériale. Depuis la Renaissance et la colonisation, l'Occident s'est construit à base toute sa richesse, je dis bien toute, pas une partie, pas une majorité, je dis toute sa richesse sur l'assujettissement des autres. 100% de sa richesse vient du fait qu'ils assujettissent les autres. Donc dans leur tête, c'est quoi? C'est que toute puissance est capable de proposer un modèle alternatif à ce que eux ils donnent là, à leur ordre mondial là. Comme la Chine le fait avec le socialisme, devient immédiatement un danger systémique. Donc un danger à leur système, ce qui veut dire un danger existentiel. L'Occident a aussi une terreur du monde multipolaire. Ils sont habitués à imposer les normes. L'OMC, le FMI, le dollar, la démocratie libérale qu'ils ne respectent jamais. La montée en puissance de la Chine, la résilience de la Russie menace cet ordre. D'où leurs différentes tentatives continues et accélérées de désorganiser en interne ce qui est en train de se créer, d'enchaîner les guerres, d'enchaîner les attaques économiques. Et donc ils vont multiplier les guerres comme ça, que ce soit total ou alors des guerres par procuration comme avec l'Ukraine. L'Occident a aussi besoin de contrôler des routes. La Russie et la Chine détiennent ou contrôlent les ressources vitales comme le gaz, pétrole, terres rares, blé, uranium et j'en passe. Ils contrôlent aussi des routes stratégiques, la route de la soie, l'Arctique, le détroit de Bering. Ce qui fait quoi? Oui, vous avez le mot. Cela les rend dangereux pour la suprématie occidentale. Et en dernière explication, je pourrais dire le choc civilisationnel au sens de Huntington, littéralement. C'est-à-dire, il y a un refus de l'altérité civilisationnelle. Ils veulent rester. La Chine propose un modèle confluent et socialiste. La Russie, un modèle orthodoxe et souverainiste. Et ces deux modèles sont littéralement incompatibles avec le libéralisme individualiste à l'occidental. Donc, c'est perçu comme un ennemi. Et pour moi, je vous avoue un truc, c'est que tout ça, c'est le folklore. Ils vont vous parler du libéralisme, ils vont vous parler de démocratie, mais en réalité, c'est le pur capitalisme brut. Et dans ce capitalisme,
capitalisme, ils sont socialistes. Parce que quand il s'agit de créer de nouveaux milliardaires entre eux, ils le font. Ils mettent en commun leurs ressources. Quand il s'agit de promouvoir X ou Y, tant que ça rapporte de l'argent. C'est pour ça que je dis que la plus grosse religion actuellement sur Terre, c'est le capitalisme. Donc que l'on me laisse les affaires de islam, machin et j'en passe là. La plus grosse religion, c'est le capitalisme. Et c'est la religion qui cause le plus de dégâts. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. C'est des pays qui, pendant des siècles, ont eu des relations qui n'étaient pas bonnes, qui pouvaient être assez tumultueuses, et qui, là, se sont rapprochés pour cette raison-là. Ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils veulent changer également les règles mondiales, parce qu'ils considèrent que cet ordre a été fixé par Et les Chinois ne contournent pas les Chinois. Tu as parlé, les Chinois ne contournent pas les sanctions, parce que les Chinois estiment que ces sanctions, qui ne sont pas des sanctions de l'ONU, n'ont aucun fondement. C'est des sanctions décidées par des pays, les États-Unis, l'Union européenne, mais ça ne concerne pas les Chinois. On découvre à quel point il y a des simulations de combat qui montrent, moi j'ai appris ça récemment, moi je vivais dans l'illusion que la puissance américaine était toujours très au-dessus, qu'en cas d'affrontement, les Chinois pourraient infliger des pertes considérables aux Américains. En cas d'affrontement direct, si je me rappelle de la dernière statistique, c'est que les États-Unis perdaient en 7 jours. Et ça, ce ne sont pas les prévisions chinoises, hein. Non. Ce sont les prévisions du Pentagone. Donc vous imaginez à quel point la Chine a une avance technologique terrible sur les États-Unis. Compte tenu du budget qu'ils consacrent à la défense, aux modèles qu'ils sont en train de développer, et puis technologiquement, je veux dire, par rapport aux années 70, où ils reproduisaient le matériel soviétique globalement, aujourd'hui, ils sont capables de faire des chasseurs de 5-6e génération, ils ont l'équivalent du F-35, ils sont en train de développer une marine, Non, ils n'ont pas l'équivalent du F-35, ils sont bien au-delà, vu que le F-35, c'est justement des avions des années 70. Ils sont absolument très capables, très capables, mais je crois que la Russie et la Chine, ils essayent simplement, non pas de détruire l'Occident, mais de développer un modèle alternatif, qui est le modèle illibéral, qui leur convient en disant, vous n'êtes plus le modèle dominant dans le monde, nous, on veut notre modèle à nous, et puis voilà. Maintenant, l'ambiguïté de la Chine, c'est qu'elle a beaucoup besoin de l'Occident pour commercer. Et si demain il y a des sanctions parce qu'on voit que ça va trop loin dans le sens Poutine ou contre l'Occident, leur économie, elle va prendre un choc. Donc Pourquoi est-ce que la Russie a beaucoup besoin de l'Occident pour commercer? Parce que moi, j'ai pas l'impression. Quand vous avez un marché intérieur d'1,4 milliard d'individus, quand vous avez un marché régional de 2,5 à 3 milliards d'individus, je vous assure que vous n'avez pas besoin de l'Occident. Parce que l'Occident, tous confondus, c'est 700 millions de personnes. Donc, c'est à peine la moitié de la population de la Chine. Tout l'Occident, États-Unis, tout l'Union européenne, et j'en passe, c'est la moitié de la population de la Chine. Donc, en quoi concrètement? Ce n'est pas plutôt vous qui avez plus besoin de la Chine que la Chine n'a besoin de l'Occident? Parce que le modèle industriel chinois est configuré pour pouvoir desservir les pauvres. Voici par exemple les téléphones qu'on utilise et j'en passe. C'est chinois, c'est bon marché, c'est accessible. Une personne lambda peut l'acheter et ça va. Elle l'utilise pendant 2, 3, 4 ans. D'ailleurs, mon téléphone, je l'utilise depuis des années. Je l'ai acheté à un très faible coût, moins de 200 €, et il fonctionne. Et il fait de très belles photos, on fait de très belles vidéos avec. Ça va. Alors que du côté américain, du côté occidental, leur économie est axée pour les riches, les plus nantis. Vous allez prendre le coût d'un iPhone, vous dites, mais ça c'est un téléphone qu'une personne doit consommer en 1 an et remplacer en 2 ans. Mais le prix du iPhone là, c'est un salaire annuel en Afrique. Donc, à cause de cette logique, et oubliant qu'en réalité sur Terre, il y a plus de pauvres que de riches, la Chine a pris un avantage dévastateur pour l'économie occidentale, pour l'industrie occidentale. Donc, la Chine n'a pas plus besoin de vous. La Chine dessert déjà le reste du monde entier. Si vous, du moins entre riches, vous empêchez l'accès aux produits bon marché ne signifie pas de mauvaise qualité. Bon marché signifie accessible économiquement. Si vous refusez l'accès des produits bon marché sur vos territoires, tant pis pour vous et vos populations. Les autres vont consommer ça. Donc, n'essayons pas d'embrouiller les gens. Ce n'est pas la Chine qui a besoin de l'Occident. La Chine a son marché. La Chine a ses marchés. Que ce soit son marché intérieur, voisin et avec d'autres personnes comme en Afrique ou encore en Amérique latine. La Chine a ses marchés. Le petit bloc occidental là ne peut pas prétendre être vital pour la Chine. Je pense qu'ils se méfient quand même. Ils sont quand même... Elle s'est donné deux. La Chine, un pied de chaque côté. Est-ce qu'on est aveugle? Je vous rappelle qu'on disait beaucoup ça de la Russie, naguère. On disait, vous allez voir, Poutine, quand même, il est raisonnable, il a besoin de commercer avec nous. Et ce qui était vrai, il vendait du gaz. Son gaz, il le vendait aux Allemands en quantité astronomique. Et on disait, jamais il se lancera dans des aventures. Or, il s'est lancé dans des aventures. Est-ce que Xi Jinping... Et ça a payé. Il s'est lancé dans les aventures et ça a payé, il faut le rajouter. Qui est un dictateur terrible. Génocide des Ouïghours. On a vraiment... J'ai parlé ici des Ouïghours qu'il n'oublie jamais de mentionner, non? Voilà encore.
En termes de morts, ça représente vraiment, c'est très très considérable. Est-ce qu'on est en train de s'illusionner en se disant non, vous allez voir, ils sont comme raisonnables, les Chinois, ils veulent commercer, etc. Alors la différence entre Xi Jinping et Poutine ne s'est jamais intéressé à l'économie, ça n'a jamais été une... Non, pardon, ne raconte pas de bêtises pareilles. N'exagérons pas non plus. Comment un président d'une superpuissance, vous me dites qu'il ne s'est jamais intéressé à l'économie? Il fait tourner son pays avec quoi? Les cailloux? Oh, n'exagérez pas aussi dans le mépris. Toi, tu n'as plus droit à la parole tout le reste de l'émission. Ils ont quand même 2 objectifs stratégiques qu'ils ont dit. Le premier qu'ils ont au début des années 2000. Le premier, c'était effectivement 2021, c'est-à-dire le 100e anniversaire de la création du Parti communiste chinois, sortir les Chinois de la pauvreté, et c'était fait. Ils ont sorti cette année 800 millions de Chinois de la pauvreté, 800 millions de Chinois qui appartiennent aux classes moyennes. Et l'autre objectif, pour le 100e anniversaire, c'est le culte des chiffres dans les pays communistes ou dans les dictatures. C'était le Reich de Milan, tout ça. C'est le culte des chiffres, des chiffres ronds. Et c'était le 100e anniversaire de L'armée. 2049, de la Chine, de la Chine populaire, de la Chine communiste. C'est pas de devenir une grande puissance, c'était de devenir la première puissance du monde. Ils ont dit ça. Je crois qu'il n'a jamais dit ça. C'est-à-dire qu'effectivement... Il y a que toi, tu ne parles plus ici. Pas de devenir une grande puissance, c'était de devenir la première puissance du monde. Et alors, le problème, il est où? En plus, celle à côté à qui j'ai interdit la parole pour tout le reste de l'émission donne l'impression que tu manques, vu que tu es tout le temps en train de chercher son regard pour sa validation. Et encore, ce qu'il vient de dire démontre à quel point la Chine n'a pas besoin d'eux. Vous vous rendez compte qu'il dit que la Chine a réussi à mettre 800 millions de personnes dans la classe moyenne. 800 millions de personnes. Tout à l'heure, on a dit que tout le bloc occidental, ça représentait combien de personnes? 700 millions. Donc, même la classe moyenne chinoise est plus nombreuse que toute la population de l'Occident collectif. Voilà en termes de chiffres, il parlait de chiffres ronds. En termes de chiffres, voilà ce que vous devez avoir en tête. Maintenant, ce général, il s'embrouille beaucoup. Depuis le début de ses prises de parole, il s'embrouille beaucoup. On ne sait pas exactement où il va en venir. Je ne sais pas, vous arrivez à comprendre. On dirait qu'il prend des morcellements d'argumentation sur des questions qui n'existent pas et puis il les développe. Quand il parlait de chiffres ronds, je n'ai pas compris où il voulait venir avec le chiffre rond. Quand il dit que la Chine a dit qu'elle veut devenir la première puissance mondiale, je ne vois pas à quoi ça a à voir avec le sujet. Bref, je ne sais pas. Ou bien c'est moi qui ne comprends pas. On peut dire que je suis fatigué. Ça arrive. Vraiment, ça arrive. Mais là, depuis il parle tout à l'heure, je comprends rien de ce qu'il raconte. Ils ont dit ça. Je crois qu'il n'a jamais dit ça. Non, pas droit à la parole. Quitte. Parce que la revue stratégique, le président de la République, dans son allocution avant-hier, avait cité la revue stratégique en France, qui donne le scénario d'une attaque simultanée, où la Russie et la Chine mèneraient des opérations de combat simultanées. Ça rappelle l'axe pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est clair que nous entrons dans une nouvelle ère, celle d'un risque particulièrement élevé d'une guerre majeure. La revue stratégique en France parle d'autres offensives contre l'Ukraine, dans les Balkans, pour tester la cohésion de l'Alliance, et ajoute: le risque maximal serait qu'une telle agression soit concomitante d'une opération majeure sur un autre théâtre ailleurs dans le monde, entraînant une diversion des forces américaines. La Chine considère la Russie comme un partenaire majeur stratégique de long terme. Est-ce à dire que les Américains auraient de la peine à être sur les deux fronts à la fois? Bien sûr, déjà que les Américains ont de la peine à être sur un seul front. Donc tu imagines deux, c'est toute une guerre, c'est tout un casse-tête, c'est compliqué. Vraisemblablement, si il y avait un conflit majeur Russie-Chine, alors ils auraient de la peine. Maintenant, le modèle américain, il est fait pour ça. C'est-à-dire que dans leur modèle, c'est 2 théâtres majeurs. Donc un peu comme dans la Deuxième Guerre mondiale, le théâtre occidental et le théâtre pacifique. Ça, ils doivent être capables de le faire. Maintenant, avec un monstre, j'allais dire, comme la Chine aujourd'hui, ça sera vraisemblablement très compliqué. Moins vraisemblablement l'OTAN avec la Russie. Moi, je pense qu'elle sera beaucoup plus facilement contenue. De l'autre côté, s'il se passe quelque chose, effectivement... Très facilement contenu. J'ai l'impression que vous pensez qu'on a oublié les épisodes où la Russie a lancé des défis clairs à l'OTAN et l'OTAN n'a pas été capable de porter ses burnes et relever ces défis. Donc, parfois, ça d'une seule main comme ça, disant que ouais, c'est bon. Si c'est la Russie, c'est gérable. Non, je n'y crois pas une seule seconde. Je ne pense pas un seul instant que l'OTAN est capable de gérer la Russie. Et ça, c'est une Russie qui n'a pas un soutien militaire direct de la Chine. Donc imaginez une Russie avec un soutien militaire direct de la Chine et une Chine qui a le soutien militaire direct de la Russie et sur 2 fronts. Vous allez lire l'heure à l'envers et en wolof. Ça sera très compliqué. Maintenant, je rappelle qu'on a parlé de l'Axe. L'Axe, ça n'a jamais fonctionné.
je veux dire, Hitler a déclaré la guerre aux États-Unis d'Amérique pour entraîner, pour se déclarer solidaire des Japonais, etc. Et donc, en fait, il a fait l'erreur stratégique de son existence, parce que les Japonais ont été d'une inutilité totale, absolument totale pour ces projets. Et donc, il est entré en guerre. Non, mais absolument. Parler aux Britanniques qui se battaient sur le front asiatique. Mais ça n'a rien à voir. Les Japonais étaient là. Les Japonais étaient là. Mais les Japonais n'ont pas. Mais je parle de la synergie. Non, mais je finis. Calmez-vous. Oh, vous êtes là, vous faites le bruit dans mes oreilles. Vous êtes des adultes ou pas? Un parle après l'autre. Vous êtes obligés de parler tous en même temps. S'il vous plaît, pas en même temps. Je finis ça. La synergie, je parle simplement de. Je n'ai pas dit que les Japonais n'étaient pas dangereux. Je dis la synergie entre l'Allemagne nazie et le Japon. Elle n'a jamais existé pendant la guerre. Ça a complètement affaibli les Américains et les Britanniques sur le front européen. Les Américains étaient totalement occupés par ce qui se passait en Asie pour pouvoir même penser à venir en aide aux Européens. Et les Britanniques étaient aussi complètement fracassés par leur guerre et en Afrique du Nord et en Asie, au Japon. Ils ont préparé le débarquement en 2 ans, Samantha. Enfin, 2 ans et demi. Enfin, c'est fin 41. Pour revenir. Moi, je suis désolé. Non, je suis absolument pas d'accord avec cette. Pour revenir à l'époque actuelle, je pense que si effectivement il y a une vraie alliance, si on passe d'une amitié d'acier à une alliance, on sait déjà qu'entre la Perse et la Russie, on s'échange quand même des drones, voilà. Entre la Russie, la Chine, et la Perse est plus petite, contre simplement l'Europe et l'Amérique, là on est un peu mal. Mais Trump a un atout. Alors là, on va... J'ai cru entendre Trump a un atout. Non, c'est Trump a un atout. Reprocher d'être encore Trumpiste. Quel est l'atout qu'il peut apporter aux États-Unis, Darius Trump? Eh bien, toujours, avec sa diplomatie, c'est des choses personnelles. L'amitié très forte qu'il a pour Modi. Vous vous souvenez que Modi est venu aux États-Unis assister à des meetings de Trump, etc. Et donc, dans ce grand jeu... Excusez-moi, j'ai vraiment besoin de me concentrer pour comprendre ce que le monsieur s'y raconte. Parce que je ne comprends pas. Je sais pas. Il dit quoi, en fait? Géopolitique. Ce que l'Occident doit chercher à faire, c'est évidemment d'avoir l'Inde avec soi, parce que là, le jeu est beaucoup plus équilibré. Dans quelle sorcellerie vous pensez que l'Inde va accepter de lâcher les BRICS, qui représentent pour lui une sécurité existentielle, pour aller du côté de l'Occident qui n'a jamais cessé de les mépriser? Vous êtes les seuls, j'ai l'impression, à avoir oublié les 50 à 150 dernières années. Vous pensez que les Indiens sont sincèrement les amis des Occidentaux, ou particulièrement des Anglo-Saxons? C'est-à-dire que ces gars me donnent les mots de tête. L'audace de Trump, toujours dans les conversations rapportées par CNN, quand il aurait dit à Xi Jinping, moi aussi je peux te bombarder. Est-ce vrai ou non? En tout cas, Trump est capable de ce genre de dialogue un peu ambigu. J'ai dit la même chose au président Xi. Si vous allez à Taïwan, moi je vais bombarder Pékin à mort. Il m'a pris pour un fou et m'a dit Pékin, vous avez bombardé Pékin? J'ai répondu oui, je n'ai pas le choix, je dois vous bombarder. Il ne m'a pas cru non plus, seulement à 10%. Et là, ce qu'il ajoute, Trump, est très intéressant. 10%, c'est tout ce dont vous avez besoin, même 5% aurait été suffisant. Est-ce que c'est de bonne stratégie pour Trump de dire semer le doute dans l'esprit du dirigeant chinois? C'est la stratégie du fou qui dit des choses invraisemblables et en face, on se dit c'est pas possible, sauf qu'on a une certitude qui est à 95%. Et ces 5%-là peuvent vous permettre de gagner des avantages considérables dans des situations tendues. J'aimerais bien savoir comment. Parce que quand il parle là, on a l'impression que Pékin n'est pas protégé. Je serais très curieux de savoir comment est-ce que ce serait possible. Vraiment, faites un peu, essayez pour voir. Comme l'autre disait, avec ou sans la permission de Trump, que Zelensky bombarde un peu Moscou, on veut voir quelque chose. Là, je dirais la même chose. Avec ou sans la suspicion de Xi Jinping, que Trump bombarde un peu Pékin, on veut vérifier quelque chose. Vous n'aurez jamais vu une escalade aussi rapide d'un conflit. C'est la stratégie de Poutine en Ukraine. Pourquoi est-ce que l'Occident n'aide pas suffisamment l'Ukraine? Pourquoi est-ce que toutes les armes que les Ukrainiens réclament depuis... Parce que l'Occident n'a pas suffisamment d'argent. Chercheuse à la Royal Institute of International Affairs. C'est parce que l'Occident n'a pas suffisamment d'argent. L'Occident n'a pas suffisamment de munitions. Et donc si l'Occident donne tout à l'Ukraine, l'Occident même n'a plus rien. Même le peu de protection que vous pensez avoir là, il n'y aura plus. Depuis 3 ans, on n'arrive pas parce que chaque pays occidental, la France y compris, le Royaume-Uni, les États-Unis, se disent « et si
il y a cette incertitude sur la réaction de Poutine. Donc en effet, ces 5% d'incertitude, surtout quand on a un arsenal nucléaire derrière soi, eh bien ça compte. Mais et là, je parle sous contrôle du général. Si je comprends bien, la Chine a aujourd'hui des missiles hypersoniques que les Américains n'ont pas et contre lesquels les Américains ne peuvent pas se défendre. Et c'est ça qui fait vraiment peur à Washington. Oui. Donc voilà, la Chine a des armes que les États-Unis ne peuvent pas stopper. La Russie a des armes que les États-Unis ne peuvent pas stopper. En attendant, du côté des États-Unis, il n'y a aucune arme américaine que la Chine ou la Russie ne peuvent stopper. Toutes les armes américaines sont stoppables par ces deux-là. Vous parlez même de quel rapport de force? Vous-même, quand vous finissez de dire ce genre de choses, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a effectivement un déséquilibre sur la balance en cas de guerre ouverte. Et dans tout ça, vous voulez envoyer être un peu choc. Parce qu'on ne sait pas pour quel rituel vous avez besoin d'autant de sang. C'est-à-dire, ces gars ils sont dindes. Ils vont me rendre dinde. C'est pour ça qu'on va arrêter cette vidéo maintenant. Oui. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.